à tous, merci beaucoup d'être là, malgré l'heure tardive. La conférence qu'on vous propose cet après-midi s'inscrit dans cette merveilleuse journée de Effray for Good. Avant de présenter mes invités, je voudrais dire que ce que fait l'école, c'est tout à fait remarquable et honorable. Moi, j'anime beaucoup de conférences dans ma vie et je dois vous dire que j'ai rarement vu quelque chose d'aussi engagé, d'aussi joyeux et d'aussi utile. Et bravo à l'école, bravo à Effray. Et for good, ça veut dire pas mal de choses. Alors je pense que les Français ont l'habitude d'utiliser des mots anglais n'importe comment, mais là, ça sonne bien en tous les cas d'un point de vue communicant. Et justement, on va essayer de voir cet après-midi tous ensemble quels sont les futurs métiers du numérique responsable. Alors, exercer sa responsabilité, c'est quelque chose d'important. C'est être garant des actions qu'on va mener ou qu'on va mener collectivement ou seul vis-à-vis de l'autre, donc socialement, ou de la planète, d'un point de vue écologique. Donc, pour parler de ce thème, j'ai la chance d'avoir 4 invités prestigieux et sympathiques. Je vais commencer par présenter Carole Lavillonnière, qui est à ma gauche. Carole est responsable IT des espaces clients web chez Bouygues Télécom. Je ne me suis pas trompé. À ma droite, Aude Gaillard, qui est Senior Business Analyst, c'est Soprasteria. Jusque-là, j'ai bon. À ma droite également, alors je passe au garçon, Jean-Christophe Chaussat, alors, qui a un titre très compliqué chez Pôle emploi. Il est responsable Green IT, c'est ça? Tu es responsable? J'ai déjà oublié. Chez Pôle emploi. Il travaille au SI de Pôle emploi. Et tu es responsable des... C'est bon. Du green. Donc, je suis chargé de développement durable et numérique responsable pour la DSI de Pôle emploi. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui... Et je suis président cofondateur bénévole de l'Institut du numérique responsable. Voilà. Donc, institutnr.org, si vous voulez regarder. Merci, Jean-Christophe. Et puis, quelqu'un que vous connaissez sans doute dans la maison, Nicolas Sicard, qui est directeur du programme Grande École Ingénieur à l'Effray. Voilà. Donc, merci. Je vous disais tout à l'heure, ce matin, j'ai animé une conférence avec Jean-Paul Mazoyer sur l'humanisme numérique et on a convoqué un certain nombre de sujets, le Green IT dont on va parler, mais on a beaucoup parlé de responsabilité sociale, d'éthique, de data, de cybersécurité, enfin de sujets tout à fait intéressants. Et ce que j'ai retenu, qui va nous servir d'introduction à cette conférence, c'est le fait que le numérique est dans nos vies et on ne peut pas s'en passer. Et vous, les étudiants, vous allez construire un monde numérique demain. Donc vous voyez que je fais un parallèle déjà avec ce qui va nous attendre tout à l'heure. Et cet après-midi, je ne sais pas si vous étiez là à la séance plénière de 14h, on a entendu Jean Jouzel qui nous a un peu alertés, enfin ça fait des années qu'il nous alerte sur le réchauffement climatique, et il a donné déjà des recommandations sur les usages, les utilisations et les impacts du numérique, et il nous a dit de faire très attention. Il nous a notamment dit un truc sur la 5G, il a dit, non, si on avait pu suivre ses recommandations sur la 5G, on n'aurait peut-être pas donné la 5G au grand public. Voilà. Donc je vous donne comme ça deux perspectives, une perspective humaniste et une perspective green, et on va directement commencer à entamer notre sujet avec Jean-Christophe. Alors je vous propose la chose suivante. Comme le thème, c'est les futurs métiers du numérique responsable, on va déjà commencer par définir le numérique responsable, et puis j'interrogerai nos amis sur les façons dont les grandes entreprises qui sont ici et l'école abordent le sujet du numérique responsable, et ensuite nous répondrons à la question des métiers. Voilà un petit peu l'exposé tel que je le vois et je vous le propose. Alors Jean-Christophe,
quand on a préparé cette émission, ça c'est, j'ai l'habitude de faire de la télé, j'avais voulu qu'on parle de la charte, mais tu es arrivé avec un truc vachement mieux aujourd'hui. Il est arrivé avec un mind map et il m'a dit on va commencer par dire qu'est-ce que c'est que le numérique responsable. Est-ce que tu peux nous définir rapidement, enfin pas rapidement, mais les contours du numérique responsable, c'est quoi ? Bien sûr, et je compte sur toi pour m'arrêter parce que je pourrais en parler pendant 2 jours. Donc en gros, c'est quoi le numérique responsable ? Il faut partir de la base, on va partir du développement durable. Le développement durable, vous savez tous ce que c'est quand on met des lunettes qui sont bonnes pour l'environnement, on voit ce qui est bon pour l'environnement. Quand on met celles qui sont bonnes pour la dimension sociétale, on voit ce qui est bon pour la société. Et quand on met des lunettes avec un prisme économique, on voit ce qui est bon aussi pour l'économie. Et le développement durable, c'est quand on a superposé ces 3 paires de lunettes et qu'on a une vision qui intègre les 3. C'est vraiment l'intersection des 3 sphères. Après, qu'est-ce que c'est que la RSE ? La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises pour œuvrer pour le développement durable. Après, on a du Green IT. Le Green IT, c'est comment, à travers le prisme du numérique, je peux œuvrer pour le développement durable. Et le numérique responsable, c'est justement du Green IT, mais avec toute une dimension sociétale. On peut, à travers des marchés, mettre des clauses sociétales et faire travailler des personnes qui sont éloignées de l'emploi, que ce soit des jeunes Bac+5 mais qui n'arrivent pas à trouver du boulot, ou des seniors qui ont du mal à en retrouver. On peut travailler évidemment sur l'accessibilité, et on peut aussi travailler avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et dans la majeure partie des cas, c'est faire en sorte de travailler l'inclusion de tous. Donc ça, c'est ce qui pose le débat de ce sur quoi doit travailler le numérique responsable. Et de ne pas oublier la dimension sociétale. On parle beaucoup d'environnement, mais il y a aussi l'humain. L'humain doit être au cœur aussi du sujet. Alors pourquoi on doit être numérique responsable ? Donc Jean Jouzel nous en a parlé tout à l'heure, il y a des problèmes de réchauffement climatique évidemment. Il y a 4% des émissions de gaz à effet de serre, alors on peut se battre sur le pourcentage, mais peu importe. Il y a un volume impressionnant d'émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au numérique. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller, parce que tout ça est dépendant de nos usages. Et on verra par la suite que ce sont nos usages qui feront le numérique de demain, et vous en aurez aussi la responsabilité. L'ADEME parle d'un doublement de nos usages d'ici 2025, par exemple avec tous les objets connectés et tout ce qui se fait à travers des solutions numériques qui sont de plus en plus énergivores. Il y a un sujet sur la biodiversité également. Le WWF nous dit qu'il y a 60% des espèces qui ont disparu. Voilà, ce n'est pas forcément lié au numérique, mais ce sont les usages des êtres humains. Après, il y a des sujets positifs aussi. Le numérique responsable peut contribuer aux ODD. Les ODD, ce sont les objectifs de développement durable, il y en a 17, et ils sont issus des accords de Paris, dont il nous parlait tout à l'heure. Et c'est important de voir aussi qu'il y a une structure. On sait comment on peut œuvrer pour un mieux-être pour l'environnement et un mieux-être pour les populations. Il y a des tables de la loi, entre guillemets, et cette loi devrait être suprême, elle devrait être au-dessus des gouvernements, au-dessus des partis politiques. On sait ce qu'on doit faire pour vivre ensemble sur un espace qui est limité, qui est la Terre. Après, il y a le Défenseur des droits qui nous dit qu'il y a entre 20 et 25... Le Défenseur des droits, c'est une association qui n'est pas gouvernementale, qui est indépendante et qui permet de faire respecter les droits aux personnes qui en sont dépourvues ou qui n'arrivent pas à y accéder. Et donc, il nous dit qu'il y a entre 20 et 25% des personnes qui sont en rupture avec le numérique, qui n'arrivent pas à les utiliser. Ça fait à peu près 13 millions de personnes. C'est ça, là il faut insister là-dessus parce qu'on rentre dans un sujet d'exclusion qui est quand même... On l'a abordé ce matin pour ceux qui étaient là à la conférence de Jean-Paul Mazoyer, c'est quand même important. 13 millions de personnes exclues du numérique. Et le problème, c'est qu'on n'a plus le choix. Il y a certaines même démarches administratives que faisaient des personnes, ne serait-ce que la déclaration d'impôt. À n'importe quel âge, maintenant, on doit faire cette déclaration via le numérique. Et tout le monde n'est pas préparé à ça. Après, il y a une face visible des impacts du numérique.
Donc il y a en gros 5 milliards de smartphones dans le monde. On est 8 milliards. Il y a une page web, elle a été multipliée, son poids a été multiplié par 142 entre 1995 et 2020. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié, j'ai une devinette pour vous. Vous savez quelle est la différence entre un email et un astronaute? Ah, alors là, chers amis, on vous pose une devinette, réfléchissez. Est-ce que tu peux la redonner? Alors, quelle est la différence entre un email et un astronaute? Alors, les esprits agiles des étudiants de l'EFRAY, malgré l'heure tardive, quelle est... Si je vous dis... Bon, je vais peut-être donner la réponse apparemment. Allez, oui. Si je vous dis 70 kilos. Alors 70 kilos, c'est pas le poids de Thomas Pesquet. Je pense qu'il est un peu plus costaud que ça. 70 kilos, c'est kilo-octets. C'était la capacité mémoire de l'ordinateur de bord qui a permis d'envoyer des hommes dans l'espace entre 69 et 70. Et 70 K, c'est le poids d'un email de nos jours sans pièce jointe. Donc, il y a un certain nombre d'années, je n'ai pas le calcul en tête, dans les années 70, on était capable d'envoyer des gens sur la Lune, enfin dans l'espace, pour le poids d'un mail. Ça nous questionne sur ce qu'on a fait aussi du numérique, des usages qu'on a fait du numérique et de la surdémultiplication des possibilités qu'on a offertes. Bon, évidemment, l'outil n'est pas comparable, mais quand on parle de low-tech, avec 70K, on envoie quelqu'un dans l'espace quand même. Donc ça, c'est la face visible. Le poids des données, c'est pareil. Pour un usager, c'est à multiplier par 38 entre ce que l'on stocke comme données entre 2010 et 2020. Pareil, la 5G, puisque c'est des sujets d'actualité aussi, entre la 4G et la 5G, le débit est multiplié par 10. Alors oui, s'il y a un usage qui le nécessite, bien sûr, le but du numérique responsable n'est pas aller contre l'innovation, mais on doit aussi aller sur de l'innovation numérique, sociétale et environnementale également. Après, il y a toute une partie qui n'est pas visible. Quand on achète un dernier matériel de dernière génération, il est hyper joli, il est hyper performant, et parfois même il est le signe de notre statut social, quoi. Et par contre, ce que l'on ne voit pas, c'est l'épuisement des ressources. C'est le fait qu'il y ait des enfants qui travaillent dans des mines, justement pour extraire ces ressources. Il y a des guerres, notamment en République démocratique du Congo, pour les minerais précieux qui nous permettent de construire ces ordinateurs ou ces téléphones. En termes de fabrication, il y a des endroits, notamment en Asie, mais pas que, où les lois du travail ne sont pas forcément bien respectées. Il y a une utilisation aussi, l'impact il est sur l'utilisation, mais pas que, et aussi sur la fin de vie. Il y a quelque chose qu'il faut retenir, si vous n'avez peut-être qu'une seule chose à retenir par rapport à ce que je vous dis, c'est que l'impact carbone d'un matériel informatique est lié à sa fabrication. J'ai bien dit l'impact carbone. Hein. C'est donc quand on prend l'analyse du cycle de vie, 75 à 80% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à la fabrication. 15% à peu près en termes d'utilisation. Après, il y a justement la fin de vie et le transport. Mais ce n'est pas grand-chose par rapport à la fabrication, d'où l'obligation d'allonger la durée de vie du matériel. Et d'où aussi, et je vais en terminer là pour te laisser là-dessus, et d'où l'obligation aussi de produire du logiciel qui va durer dans le temps. Et ne pas obliger des personnes à devoir remplacer leur matériel parce que la technologie, la technologie développée pour les logiciels les obligerait à sans arrêt renouveler leur matériel. Merci beaucoup Jean-Christophe. Alors, vous voyez qu'on a pu comme ça aborder l'ensemble des perspectives qu'offre le numérique responsable et on a commencé à définir les contours et les définitions, enfin, et les contours du sujet. Alors, je vais maintenant passer la parole à Aude. Merci. Alors, Aude, est-ce que, au regard de ce qui vient d'être dit, vous pouvez nous parler d'abord de votre métier. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on aborde le Green IT dans une société comme la vôtre? Alors, donc mon métier, c'est business analyst. Ouais. Donc, je suis, pour résumer, entre le client
qui va énoncer un besoin et l'équipe de développement. Maintenant, ce qu'on fait, nous... alors, le Green IT n'est pas encore présent dans ma vie professionnelle de manière quotidienne. C'est-à-dire que je fais partie d'un groupe de travail dans une équipe de Sopra Steria, mais en fonction des besoins du client, on n'a pas encore de réponse Green IT parce qu'on n'a pas de besoin Green IT qui vient du client. Par contre, ça va forcément venir. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire déjà à notre échelle pour avancer sur ce sujet ? Déjà, c'est au sein de l'entreprise de réfléchir, on l'a dit un petit peu, à l'utilisation du matériel, c'est-à-dire revaloriser le matériel, les ordinateurs qu'on va fournir aux collaborateurs et réfléchir à comment est-ce qu'on peut minimiser le coût énergétique de ce matériel. Et ensuite, et ça va être, je dirais, peut-être le plus compliqué, c'est de revoir tous nos métiers en intégrant cette dimension-là. Donc là, on parle de Green IT, mais on peut parler aussi d'accessibilité. Voilà, je pense qu'on peut aborder les questions de société. Voilà, je vous écoute. Et donc revoir toute notre façon de travailler, parce que comme dans la vie personnelle, on a dû revoir la façon de vivre, d'utiliser des objets, de se déplacer en fonction de ces problématiques-là. Dans notre travail, on doit aussi ajouter des nouveaux enjeux et transformer nos métiers. Donc typiquement, sur la question du Green IT, il va y avoir un enjeu aussi de sobriété numérique. On va être amené à encourager le client à ne pas penser à 30 fonctionnalités pour son application, mais plutôt à cibler d'abord les principales qui vont répondre à son besoin. Parce que derrière, il y aura probablement un coût d'utilisation et de réfléchir aussi au matériel qu'il va utiliser. Alors, excusez-moi, je vous coupe. Réfléchir avec le client à une recherche de sobriété, ça s'opère comment dans une grande maison comme la vôtre ? Eh bien, déjà, nous, il faut qu'on soit formés sur comment est-ce qu'on amène le client à réfléchir à son besoin autrement. Typiquement, s'il a une idée de fonctionnalité qui, au final, peut être réglée sans ajouter une fonctionnalité et une implémentation, un développement, on va le diriger dans cette voie-là. Vous avez un exemple ? Parce que là, je trouve ça, moi, ça m'intrigue beaucoup. Vous avez un exemple à nous fournir qui ne soit pas confidentiel, bien sûr. Alors, un exemple, pour l'instant, non, parce que je ne l'ai pas encore utilisé. On réfléchit à ce genre de problématique-là. Là, pour l'instant, on est à un moment clé où, au final, ce sujet commence à entrer dans nos réflexions. Je parle d'un point de vue de société qui dépasse Sopra Steria. Donc, on commence à réfléchir à ce sujet, à l'intégrer dans nos vies. Donc, on est un peu au début de cette étude-là. Très bien. Alors, dans le mot RSE, il y a le mot E, dont on vient de parler un peu avec le green, mais il y a aussi le mot S, qui se traduit soit en social, soit en sociétal. Et je crois savoir que chez Sopra, vous abordez les sujets sociétaux de manière très engagée et très convaincue. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi sur cette question ? Oui, alors donc moi je fais partie par exemple d'un groupe qui s'appelle Passerelle, oui. Donc il y a un groupe de travail aussi qui regroupe des collaboratrices et des collaborateurs qui veulent se former sur l'égalité hommes-femmes, sur la place des femmes dans le numérique également. C'est un sujet qui est prégnant parce que il y a peu de femmes qui se dirigent dans le numérique. Et c'est un sujet qui
qui nous intéressent depuis plusieurs années et sur lesquels on propose des formations. Donc de réfléchir à comment est-ce qu'on peut nous essayer je dirais pas d'endiguer le problème, mais en tout cas de donner certaines actions pour aller dans les écoles, parler de notre métier, parce que c'est un sujet sur lequel rien que le fait de dire qu'on est une femme et qu'on travaille dans l'informatique, c'est déjà donner une première piste. Ben oui, c'est très important, parce que là, si je regarde, il y a quelques filles, mais il y a quand même plus de garçons. Je ne sais pas si on a des statistiques sur je ne sais pas si on a le droit de les faire, d'ailleurs. Je me retourne vers l'école. Mais c'est quoi les proportions filles-garçons à l'EFRAY ? Alors ça va dépendre un petit peu des parcours et des cursus, parce qu'il y a des cursus qui vont attirer davantage les filles que d'autres, et certains cursus qui attirent très peu de jeunes femmes. Mais globalement, je crois, sur l'ensemble des formations, on doit être à peu près à 20% de filles globalement, avec certains cursus qui sont plus près de 5 et d'autres qui seront plus près de 50%. Donc c'est très insuffisant, on est d'accord. Mais c'est aussi très difficile d'attirer les jeunes filles vers les métiers de l'informatique. On n'a pas encore trouvé la formule magique pour le faire. Mais c'est pour ça que je trouve super intéressant qu'on ait c'est une parité totale dans ce panel. C'est très, très rare. Et je remercie l'EFRAY d'avoir trouvé 2 femmes qui ont pris des engagements sur ces questions-là. Alors, pour en revenir à nos sujets de société, parce qu'on est quand même sur le S de RSE, au-delà de l'égalité femmes-hommes, qu'est-ce que vous faites chez Sopra, je crois, en termes d'accessibilité, de choses comme ça ? Oui, alors donc l'accessibilité, c'est un sujet qui est présent déjà depuis les années 90, sur lesquels il y a des réglementations et sur lesquels on a un engagement qui vont en fonction aussi des lois qui tombent. Donc, concernant l'accessibilité, on a aussi des groupes de travail pour pouvoir répondre aux besoins et donc il y a, de la même manière que le Green IT, il y a toute une réflexion sur les métiers pour inclure cette formation, ce réflexe sur l'accessibilité. Donc on parle d'accessibilité numérique. Et donc là aussi, il y a une transformation des différents métiers qui s'opèrent. Et quand on avait discuté ensemble, vous m'aviez dit que les sujets sociétaux étaient à l'initiative des collaborateurs. C'est-à-dire que... Alors, comment ça se passe ? Parce que est-ce qu'il n'y a pas une politique générale qui dit, voilà, on intègre les sujets de société, on intègre le green dans nos développements, mais ou est-ce que c'est les collaborateurs qui disent, nous, on veut faire du green, nous, on veut faire de la RSE ? Comment ça se passe ? Alors... sur ce genre de sujet, on a forcément une sensibilité en tant qu'individu, que personne. On se sent plus peut-être proche de certains sujets. Et s'il y a un groupe de travail qui existe déjà, dans ce cas-là, le collaborateur peut demander à rejoindre ce groupe-là. Par contre, du coup, sur les sujets qui émergent, ça va être plutôt... je pense certains collaborateurs qui vont avoir l'idée de créer ces discussions et d'élaborer les actions concrètes qu'on peut mettre en place pour avancer sur ces sujets. Et après, la direction appuie évidemment ce genre d'initiative. Donc que ce soit le Green IT ou alors le fait aussi de participer à l'égalité des chances, donc alors, on parle d'aller dans des villes défavorisées, par exemple, pour aller parler de notre métier. Sur l'accessibilité, évidemment. Donc, tous ces sujets-là émergent, je pense, par d'abord l'initiative des personnes, des collaborateurs, qui sont sensibles à ce genre de sujet. Si moi, je suis sensible au Green IT et que j'ai même des contraintes dans ma vie personnelle selon ce point-là.
ça va être difficile de faire la part des choses sur un métier qui va avoir un impact, comme on l'a dit, sur le Green IT. J'aurais besoin aussi de m'engager sur... Oui, ils sont sensibles. Attends. Hop. 1, 2. Donc j'aurais besoin aussi de réaliser des actions concrètes dans mon travail. Je ne pourrais pas dissocier la vie personnelle et les engagements que j'ai personnellement de ce que je peux faire au travail. D'accord, super, merci beaucoup. Tiens, je vais reprendre le micro et je vais le donner à ma voisine. Alors, Carole, j'ai envie de vous poser la même question un petit peu. D'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire votre métier, comme l'a fait gentiment Aude tout à l'heure, afin qu'on puisse imaginer déjà comment vous voyez la relation client et comment cette question de la RSE, cette question du green, cette question du sociétal débarque dans une grande maison comme la vôtre. Oui, alors moi je suis responsable IT, donc tu l'as dit sur les espaces clients, donc j'encadre une vingtaine de développeurs. J'ai plusieurs casquettes. Ça fait maintenant 2 ans en fait que je suis aussi ambassadrice et animatrice de la fresque du climat chez Bouygues Télécom. Et puis comme ça, de proche en proche, en fait, avec cette maturité, on a créé aussi un groupe de travail sur le numérique responsable. Et depuis cet été, on déploie auprès des collaborateurs donc, de la DSI la fresque du numérique. Et c'est clairement un sujet qui interpelle les collaborateurs, puisqu'on a lancé cette fresque du numérique pendant l'été, pendant les grandes vacances, et on s'était donné un objectif de fresquer une 50aine de collaborateurs. Et là, à aujourd'hui, on en est à plus d'une centaine. Donc c'est vraiment une illustration. Ce que Jean-Christophe et Aude disaient, c'est qu'il y a un vrai enjeu à la fois là on arrive à un moment où il y a une confluence entre la sensibilisation citoyenne que l'on reçoit tous par ailleurs et les envies aussi d'évoluer pour les collaborateurs et se former à ces nouveaux métiers, les futurs métiers, on les a appelés, mais ils sont clairement effectivement en cours de création. D'accord. Alors, comme je ne retrouve pas mes notes, je vais... Oui, c'est très très bien comme ça. Est-ce que tu pourrais nous dire, justement, maintenant qu'on a, au regard de ce qu'a décrit Jean-Christophe, comment s'opère l'interprétation des sujets de société et de ce green chez vous ? Alors, aujourd'hui, on a des groupes de travail qui sont investis sur plusieurs chantiers. Parce qu'on l'a dit, le numérique, on en a une vision peut-être un peu nuageuse, le fameux cloud. Voilà, on a l'impression que c'est très immatériel, et alors qu'en fait, pas du tout. Hein, on est clairement dans le concret. Donc, quand on est un grand groupe comme le nôtre, on a déjà des sujets autour de tout ce qui est l'infra. Les data centers, tous nos archivages. Donc on a clairement des groupes de travail sur ces sujets-là. Ensuite, on a toute la partie logicielle, on en a parlé aussi. Donc là, en l'occurrence, par exemple, pour nous, un espace client, on va se poser la question de l'accessibilité pour tous les clients. On parlait du poids aussi, le poids des emails, mais c'est aussi le poids des pages web, comment on mesure en fait ce poids. Donc aujourd'hui, on travaille par exemple avec une start-up qui s'appelle Green Spector pour mesurer justement le poids de nos applications, pouvoir déjà mesurer, ce qui va nous permettre aussi de pouvoir s'améliorer. Et ce chantier de mesure, on va le déployer de proche en proche justement sur tous nos sujets, et dans le même temps un sujet de fond qui est justement comment on sensibilise, comment on forme aussi les collaborateurs, puisque effectivement, on accueille chaque année des nouveaux collaborateurs, des gens comme vous dans quelques années, mais on a aussi des gens qui sont là depuis longtemps, d'autres qui ont déjà un socle de compétences et qu'il faut aussi accompagner sur ces sujets du numérique responsable pour leur donner des clés pour finalement répondre aux enjeux de demain. Et puis on a aussi un besoin de sensibiliser en fait nos clients internes.
parce qu'aujourd'hui, nous, on travaille de près avec les équipes, par exemple, marketing. Aujourd'hui, on a de la priorisation projet qui se base sur des chiffres, des délais, etc. La question, c'est demain, comment, justement, on challenge les besoins du marketing, comment on les accompagne aussi dans cette démarche pour un numérique plus responsable. Oui, très bien. L'une comme l'autre, parce que on a de la chance, là on a deux grandes entreprises qui réfléchissent à ces sujets-là, mais moi ce qui m'intéresserait de savoir, et j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est d'où ça vient. Parce que quand on regarde les sites web des boîtes, on se demande toujours s'il n'y a pas une volonté d'affichage, un peu faire de la com. Voilà. Alors moi, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est une volonté politique qui vient de la direction générale, de la présidence, de la gouvernance, qui dit on est dans une société qui se transforme, on a une société, on a une correspondance des populations et de nos clients, ou est-ce que c'est un besoin marketing? Est-ce que c'est les collaborateurs qui disent nous on ne veut plus travailler dans une boîte qui n'exerce pas sa responsabilité écologique? Comment se passe cette transition mentale, j'ai envie de dire, chez vous par exemple? Alors, j'ai envie de dire tout à la fois. Ouais. Tout à la fois. Chez Bouygues Télécom, en fait, il y a eu un très fort engagement qui date maintenant d'il y a 2 ans, avec un affichage d'une stratégie climat suite au calcul de bilan carbone, donc avec des objectifs très forts de réduction de nos bilans carbone. Évidemment, nos services marketing sont à l'écoute aussi du marché, sentent qu'effectivement, la société est en train de se transformer, qu'il y a des vraies réflexions des gens qu'il faut accompagner. C'est pour ça qu'on a par exemple, des nouvelles offres qui sont en train d'arriver, comme par exemple le forfait source. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez entendu parler. On a lancé le forfait source, qui est en fait une autre offre qui permet justement à nos clients d'avoir des forfaits moins gourmands, par exemple en enveloppe de data, et de revaloriser les gigas non utilisés auprès d'associations. Donc, et dans le même temps, effectivement, il y a aussi finalement ce besoin des collaborateurs, au même titre qu'ils sont sensibilisés en tant que citoyens, de voir évoluer leur entreprise. Donc pour moi, c'est vraiment tout à la fois et c'est clairement une transformation. C'est ça, et tout va dans le bon sens. Tout est en train de se rejoindre, oui. Oui, tout à fait, exactement. Parce qu'on œuvre tous pour une même cause, enfin vous œuvrez tous pour la même cause. Jean-Christophe nous a dit, voilà, ce que signifie le numérique responsable. On entend que des grands groupes ont envie d'y aller, ont pris des mesures efficaces, font attention. Ah si, il y a un truc dont on n'a pas encore parlé beaucoup et qui a été évoqué par Jean-Christophe, c'est la question du matériel. Comment c'est perçu chez vous, ça, l'une et l'autre d'ailleurs, parce que donc nous, c'est la première chose sur laquelle on pouvait agir avant de transformer nos métiers. Donc c'est de revaloriser le matériel qui est fourni aux collaborateurs, d'essayer de le garder efficace et opérationnel le plus longtemps possible, et après de le retransformer pour qu'il serve à nouveau. D'accord, donc vous avez tous des programmes qui luttent contre la surconsommation, quoi. Oui, absolument. Ouais. Chez vous aussi, pardon. Oui, tout à fait. Il y a, en plus, nous, dans les télécoms, il y a 2 niveaux de matériel. Il y a le matériel qu'on va utiliser, nous, en tant que collaborateurs, où effectivement, il y a des enjeux d'allongement de la durée de vie. Et puis, il y a aussi toute une sensibilisation à faire auprès de nos clients, que ça soit sur le renouvellement. Alors, par exemple, sur les box, c'est en fait alors, on est sur 2 business models différents. Sur la partie box, les forfaits Internet, en fait, en général, ce sont les opérateurs qui sont propriétaires des box. Donc, comme tout équipement industriel, j'ai envie de dire, on a déjà des bons principes d'allongement de la durée de vie, puisque finalement, ce sont nos investissements. Et que ça soit aussi bien d'un point de vue environnemental que d'un point de vue économique, il est plus intéressant de les faire durer.
Sur la partie téléphone mobile, on est sur un business model un petit peu différent. Aujourd'hui, on s'appuie effectivement sur des constructeurs, qui sont des constructeurs, vous le savez, hein, à échelle mondiale, qui eux aussi ont besoin de faire leur transition sur ces sujets-là. En tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, en tant que citoyen, on a un rôle à jouer sur la durée de vie et puis surtout la deuxième vie de nos équipements. On estime qu'aujourd'hui, chaque Français a entre 1 et 3 téléphones qui dorment dans le tiroir, en plus de celui qui l'utilise. Donc effectivement, on en parlait du nombre d'équipements numériques au global, qui est absolument gigantesque. Merci. Alors, on va donner la parole à Nicolas. Nicolas, on a évoqué de gros sujets, green, RSE, etc. C'est dans l'ADN de l'école, je crois, de proposer aux étudiants des programmes qui sont des prises de conscience de ces sujets. Comment ça s'opère concrètement ? Une journée comme celle-là, elle est exemplaire. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui le font, mais là, je veux vraiment, c'est la 10e fois que je le dis, mais félicitations à l'EFRAY, c'est vraiment très très bien. Comment vous décidez qu'il est absolument fondamental d'aller sur ces sujets ? Et je parle au directeur du programme ingénieur, je ne parle pas au directeur de la RSE. Tout à fait. Alors effectivement, déjà, cette journée est un exemple des actions qu'on peut mener, ou en tout cas des espaces qu'on peut donner à nos étudiants, à nos élèves, à nos apprentis, pour être sensibilisés sur ces sujets-là. Si on revient à la mission finalement première de l'école et à son projet pédagogique, on retrouve le mot responsable justement. L'école a pour mission de former des professionnels responsables et engagés d'ailleurs dans la transformation digitale des entreprises. Et dans le terme responsable, on retrouve un peu tous les sujets qui ont été abordés ici. Alors comment ça s'opère ? C'est vrai que jusqu'ici, les choses se sont opérées progressivement au fur et à mesure de la construction des programmes, et aussi avec la sensibilité des équipes pédagogiques qui contribuent beaucoup à apporter à nos étudiants ces éléments de connaissances, voire de compétences sur ces sujets-là. Par exemple, dans le programme ingénieur, qui est un programme ancien, qui existe maintenant depuis très longtemps, et en particulier dans le cadre des départements de formation générale, donc des langues, des sciences humaines et de l'entreprise et du management, on va trouver beaucoup d'enseignements qui sont en lien avec les enjeux, les problématiques de la RSE et du développement durable. Tout ce qui traite de la tolérance, de la démocratie, du vivre ensemble, de l'accessibilité, etc., va se retrouver dans le cursus. Dans les programmes plus récents, les programmes experts, des espaces qu'on appelle Learning XP par exemple, qui permettent aux étudiants d'aller consommer, le mot n'est pas très joli, mais aller se renseigner, consommer des ressources qui vont permettre de grandir et en connaissances et également en compétences sur le sujet, leur permettent aussi de découvrir au travers de conférences, d'ateliers, ces différents sujets-là. Oui, alors moi, c'est la 4e conférence à laquelle j'assiste depuis ce matin. J'ai trouvé que les étudiants étaient très pertinents et posaient de très bonnes questions sur ces sujets de green et de RSE. Est-ce qu'ils sont demandeurs de poursuite, de compétences, d'information, de pédagogie sur ces sujets-là, et est-ce que ça influence vos décisions pédagogiques ? Je pense que oui. Je pense qu'une grande partie de nos étudiants sont demandeurs. Alors à des degrés divers, on va retrouver des étudiants très engagés, très demandeurs, des étudiants un peu plus en attente, ne sachant pas forcément, et on l'a entendu d'ailleurs tout à l'heure dans la conférence de Jean Jouzel, des étudiants qui sont un peu, j'allais dire, dans l'expectative, en tout cas dans l'interrogation de quoi on parle, on voudrait en savoir plus. Voilà, c'est un peu le... donc oui, ils sont très demandeurs, mais je crois qu'il n'y a pas que les étudiants. D'abord, on sent une pression de plus en plus grande de la société, de manière générale, qui est en attente, et aussi des entreprises, on vient de l'entendre là, mais c'est vrai que nous, dans les relations, dans les dialogues qu'on a de manière extrêmement régulière avec les entreprises, on entend de plus en plus souvent,
On aimerait bien que vous formiez des professionnels qui puissent déjà intégrer à leur arrivée dans l'entreprise un certain nombre de clés, d'outils qui vont leur permettre de contribuer à la transformation de l'entreprise. Je vois nos deux représentants des entreprises acquiescer. Voilà, c'est ça. Il y a des nécessités de faire des ponts entre les entreprises et les écoles. On le sait tous. Exactement. Mais dans les écoles de commerce, c'est déjà, on le fait aussi. Et dans les écoles d'ingénieurs, c'est encore plus nécessaire, j'ai envie de dire. Parce que les métiers de demain, et on va y venir pour la dernière partie de cette conférence, c'est ici qu'on les fait, mais c'est eux qui les feront. Tout à fait. D'autant plus qu'un ingénieur, il est là pour travailler, contribuer à trouver des solutions à un problème en général complexe. Ouais. Et il me semble que ces problématiques-là relèvent très souvent de problèmes très complexes pour le coup, et que l'ingénieur ou l'expert, et alors je ne parle même pas du numérique, on en a parlé tout à l'heure, a un rôle très important à jouer dans ce contexte. Et donc notre rôle et notre mission à nous, c'est de le préparer le mieux possible à ces enjeux. Très bien. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie de cette, qui est la cerise sur le gâteau, c'est les futurs métiers. Alors, je vais repasser la parole à Jean-Christophe. Ça me fait une excellente transition avec ce que tu viens de dire, Nicolas. On l'a vu toute la journée dans les tables rondes qui se sont succédées. Les métiers se font aujourd'hui et se feront demain. Alors Jean-Christophe, je sais que tu as réfléchi sur la question. Est-ce que, comme tu l'as fait tout à l'heure pour la définition des contours du numérique responsable, est-ce que tu peux nous donner quelques perspectives, quelques idées sur ce que seront les métiers de demain ? Non. Oui, donc avant tout, les objectifs vont être de réduire l'empreinte du numérique. Donc c'est l'IT. Non, c'est le Green for IT. C'est faire en sorte qu'on fasse un numérique qui soit moins impactant. Après, ça va être faire en sorte que le numérique contribue aussi à diminuer nos impacts. Et ça, c'est l'IT for Green. Okay, et donc, c'est la capacité du numérique à le réduire. Et tout ça dans une perspective de création de valeur. Avec de l'innovation responsable, travailler sur l'e-inclusion, faire en sorte aussi que ce qui pouvait être considéré comme des déchets, typiquement un ordinateur qui a 5 ans, ce n'est pas un déchet, c'est un outil qui peut resservir, qui peut être remis en état, qui peut être reconditionné et qui permet à des personnes de pouvoir travailler sur ces sujets-là en mode insertion dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, et à d'autres personnes de pouvoir bénéficier justement et acheter du matériel à moindre coût. Donc, on le voit bien, l'idée, ça va être de travailler sur une convergence entre la transition numérique et les transitions écologiques qu'il faut mettre en œuvre. Et pour ça, il va falloir se former, vous allez devoir vous former, enfin tout le monde va devoir se former, et ce n'est pas que les personnes qui vont travailler dans le numérique, ça va être chacun, en fonction des impacts que l'on connaît, des usages que l'on connaît, essayer d'avoir une utilisation raisonnée et utiliser le numérique à ses justes besoins, pour ses justes besoins. Donc ça va être connaître pour mieux agir, prendre des bonnes décisions, et ça va être soutenir vraiment un numérique responsable et innover dans ce sens-là. Donc en gros, le CIGREF, donc c'est le club informatique des grosses entreprises françaises, qui comprend 135 des entreprises utilisatrices, porte le référentiel des métiers de l'informatique. Vous pouvez le télécharger sur le site du CIGREF, il y a, je ne sais plus, 250 pages. Et on avait travaillé sur une fiche de responsable Green IT. Donc vous pouvez la regarder. C'est vraiment le métier spécifique du numérique, responsable. Par contre, l'ensemble de tous ces métiers comprennent maintenant des notions qui n'existaient pas avant. Comme quand on prend un architecte d'entreprise, par exemple, il va devoir avoir des compétences en accessibilité, en éthique, en juridique des technologies d'information et communication, en respect de la vie privée, en sécurité informatique évidemment, en développement durable et en utilisabilité. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que ce mot-là ? Tu peux nous le définir ? En fait, une application, un logiciel doit être utile, utilisable, utilisé. C'est les fameux 3 U. Sinon, il n'a aucun sens.
On l'a fait pour se faire plaisir, on a consommé des ressources et du temps, et finalement, ça ne sert à rien, quoi. Alors, parmi les métiers qui émergent, justement, il y a des codes ROM. Les métiers sont classés par code ROM. Vous pourrez aussi regarder l'ensemble des métiers. Et il n'y a pas que des métiers purement informatiques. Donc, il y a une émergence des métiers du management et pour justement travailler sur ce défi écologique. Il y a à peu près 40 métiers qui sont identifiés. Donc, il y a évidemment du conseil, organisation et management des entreprises. Il y a de la revalorisation produit, c'est faire en sorte de réemployer du matériel, ou de la revalorisation matière également. Quand on ne peut pas réparer un ordi, on fait en sorte de récupérer les matières premières, enfin les métaux précieux, pour les réutiliser pour fabriquer d'autres éléments. Évidemment, il y a responsable développement durable, il y a des travaux d'études prospectives aussi, et socio-économiques. Il y a la supervision aussi des parcs industriels, faire en sorte qu'on rentre dans une logique numérique responsable. Donc là, c'était à peu près une quarantaine de métiers. Il y a 6 métiers qui sont considérés comme des métiers d'avenir, notamment dans l'accompagnement, travailler pour l'e-inclusion, justement, et la médiation numérique, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde comprenne les usages, les enjeux du numérique. Alors évidemment, il y a des Fab Labs, il y a la valorisation des usages en termes d'open data, de e-réputation, de travail justement sur Internet. Il y a des assistants conseillers en numérique et notamment pour travailler sur les agendas 21. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est en gros dans des collectivités comment on peut s'emparer de bonnes pratiques développement durable pour les communes et les départements. Il va y avoir des assistants formateurs également pour les nouveaux usages, pour lutter contre l'électrolysme également. Il y a des assistants et des experts sur des usages éducatifs. Alors il y a des jeux vidéo, il y a des serious games aussi qui marchent pas mal en entreprise. Il y a des assistants en réalisation d'événements numériques. On voit que ça émerge aussi de plus en plus. Et puis évidemment, il y a une centaine de métiers qui sont dans la production même de logiciels multimédia, avec de la réalisation de contenu multimédia, avec des métiers de DSI également, directeur des systèmes d'information, de l'expertise et du support en système d'information, comment construire une architecture raisonnable, comment offrir un parc logiciel qui réponde aux besoins. Études et développement informatique, évidemment, bien sûr. Conseil en maîtrise d'ouvrage, c'est important, c'est le décideur, c'est celui qui va être à l'origine d'un projet informatique. Si lui, il n'est pas formé, il va faire n'importe quoi, et ça sera comme quand on fait un développement informatique, c'est à la conception que l'on embarque peut-être entre 70% des enjeux et de ce que deviendra le produit. Et si on doit le modifier une fois qu'il est développé, ça coûte beaucoup plus d'argent. Évidemment, il y a des métiers de la production, de l'exploitation des sites et data centers. Mais il y a aussi donc pas mal de métiers sur le réemploi, donc des équipements électriques et électroniques. Il y a évidemment tout ça, ça va embarquer de l'éco-conception. Et il y a quelque chose qui est aussi très important, ça va être les achats. Les achats sont vraiment un point d'entrée dans une organisation sur le fait de travailler le numérique responsable. Et du coup, il y a une étude de France Stratégie sur quels sont les métiers d'avenir pour 2020, à horizon 2020-2030. Donc sur un scénario d'emploi de 1 million de création d'emplois. Donc entre 2019 et 2030, il est prévu 180 000 postes dans des métiers informatiques et de recherche. Vous avez entendu, donc 180 000 postes. Je pense que vous avez fait un bon choix. Merci beaucoup. 40 métiers, 180 000 postes. Là, on a des solutions, chers amis. Comment ça se passe dans les grandes entreprises ? Vous avez la même idée que ça, que ce que vient de proposer Jean-Christophe. Les nouveaux métiers, vous les sentez venir sur ces secteurs-là aussi, j'imagine ? Oui, alors pour parler de mon métier à moi, il y a certaines techniques qui émergent donc, au niveau de la conception. Là, je vais parler de l'accessibilité, par exemple. Au début d'un projet, on peut être amené à créer des personas. Donc, des personas
Donc c'est un terme marketing. C'est même un terme de hackathon. Qui permettent en fait de visualiser par un personnage un peu imaginaire quel sera l'usager de l'application. Et donc on voit différents personas pour toujours avoir une vision de l'usage qui va être fait en fonction de ces personnes. Et en fait, pour penser à l'accessibilité, on va par exemple inclure un persona en situation de handicap. Donc ça va permettre de réaliser, de concevoir l'application aussi pour cette personne-là. Donc ce type de travail, de fiches, de méthodologie, c'est assez récent. C'est en fonction des contraintes qui apparaissent dans notre métier et des besoins de nos clients, on va modifier notre façon de produire en essayant de simplifier au maximum la vie des concepteurs, des développeurs, et donc injecter des petites aides comme ça qui permettent d'arriver au but qui est fixé. Donc là, en l'occurrence, c'est d'avoir une application accessible. Donc ce que vous dites, c'est qu'on invente les métiers tous les jours, hein, c'est ça. Et donc il y a une perspective et un champ extraordinaire. Oui, je pense qu'on est dans un moment à la fois assez... Moi, ce qui m'intéresse, c'est que... Parce que eux, dans 2, 3, 4, 5, 6 ans, ils seront sur le marché du travail. Voilà, donc ils ont toutes les possibilités là, ouvertes. Et chez Bouygues, c'est pareil ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, en fait, on a différents métiers qui sont en train de se créer. Hein. On en parlait effectivement des métiers autour justement des groupes de travail du Green IT. On a aussi toutes nos équipes réseau qui sont fortement investies justement sur les chantiers de décarbonation, les analyses de cycle de vie, pour reprendre les mots-clés qui ont été cités. Effectivement, les achats. C'est vrai que c'est un point très important. On l'oublie peut-être un peu quand on parle de numérique responsable et de nos métiers d'ingénieurs, mais clairement, la traçabilité des filières va être clé pour justement définir ce qu'est le numérique responsable. Et c'est vrai, on en parlait, hein, on est vraiment au début en fait, d'un chemin qui va s'écrire. On en parlait quand on préparait cette table ronde. Moi, ça me fait beaucoup penser à la révolution sur l'agilité qu'on a connue il y a 10 à 15 ans, où finalement, c'était des choses que l'on n'apprenait pas en école, hein, que ce soit en école d'ingénieur ou en école de commerce. On s'est tous formés, en fait, en entreprise parce qu'il y avait ce besoin. Alors après, on a été à nouveau en lien avec les écoles et puis les programmes ont évolué. Et là, clairement, on est aussi dans ce mouvement-là. Il y a déjà beaucoup de ressources qui sont disponibles, hein, notamment sur l'INR. Il y a des MOOC pour se former, pour s'auto-former, que l'on soit étudiant, que l'on soit déjà en poste. Et effectivement, c'est le début d'une histoire qui est en train de s'écrire. Donc, toutes les contributions et toutes les envies seront les bienvenues. Clairement, les métiers de demain sont là. Super. Un dernier mot à l'école, peut-être pour les métiers de demain, et puis après, je passerai la parole à la salle. Nicolas, est-ce que dans les discussions que vous avez avec tout votre écosystème, vous voyez justement ces nouveaux métiers arriver ? Alors on les sent arriver, on a encore du mal à les définir. Ouais. On voit bien effectivement qu'il y a on voit de nouvelles activités qui apparaissent. On sent que les métiers... Enfin, ce qu'on voit surtout, c'est qu'un certain nombre de métiers existants vont se transformer. C'est déjà... Ah, voilà. Et que d'autres métiers vont apparaître, et certains métiers vont disparaître sans doute, Oui. et que cette transformation va y contribuer. Alors tout à l'heure j'ai parlé un peu de l'existant, maintenant on n'a pas fini, hein, on est plutôt presque nous au début aussi d'une histoire, et on a décidé d'y aller de manière franche, et cette journée aussi est là pour le montrer. Et on va mettre en place ce qu'on appelle chez nous un conseil de perfectionnement qui va être là pour nous aider justement à identifier les enjeux et les principales pistes et peut-être les nouveaux métiers à venir qui vont nous permettre d'aller transformer nos programmes et proposer à nos étudiants des enseignements qui vont les amener à être encore plus prêts qu'aujourd'hui à ces transformations-là.
Donc oui, mais pour le faire, on a besoin d'être entouré, donc de travailler avec des experts, de la RSE, du climat, avec des entreprises qui sont aussi là pour nous exprimer leurs besoins aujourd'hui et demain, et puis aussi avec des experts de l'enseignement qui sont là aussi pour nous aider à avancer sur ces sujets-là en termes de pédagogie et en termes d'activité. Voilà. Merci. Avant de donner la parole à la salle, sur les personas et sur le handicap, le handicap, ça représente je vais dire un gros mot, mais un marché de 23 millions de personnes en France. 23. C'est-à-dire que c'est 12 millions de personnes en situation de handicap et 11 millions d'aidants. Donc, et aujourd'hui, moi, là, j'étais à la Handitech ces dernières semaines. Là, j'étais jury pour les programmes d'accessibilité qui étaient testés par des personnes en situation de handicap, et on voit des applications, des programmes numériques qui sont extraordinaires. Il y a une évolution incroyable ces dernières années, et là, en termes d'accessibilité, en termes de prise en compte des fragilités et des vulnérabilités, il y a beaucoup de choses à faire, et on s'est aperçu que les personnes en situation de handicap elles-mêmes étaient extrêmement conseillères pour donner des chemins aux grandes entreprises et à la tech et aux startups. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, sur le handicap, Solocal, c'est les pages jaunes. Quand ils ont travaillé l'accessibilité de leur site, ils ont gagné 20% de part de marché. Voilà, parce que c'est un vrai business, mais c'est un business utile. Très bien. Alors, chers amis, y a-t-il des questions ? Oui, jeune homme. J'y vais. Ça va me faire mon sport de la journée. Merci en tout cas pour cette très belle présentation et cette table ronde vraiment intéressante. Moi, je travaille dans une société qui s'appelle Davidson Consulting. Et en fait, on parle énormément de co-conception, je suis à fond dedans, et on voit se dessiner de plus en plus les métiers. Et on parle beaucoup de conception, du coup de la projection de ce qui va se passer plus tard, mais je pense qu'on oublie une grosse partie qui va être l'existant. Est-ce que vous avez des pistes de réflexion, des métiers aussi qui seraient en lien avec de l'archéologie sur des logiciels qui existent depuis très longtemps, de la donnée qui existe depuis très longtemps et qu'on continue à accumuler, etc. Voilà. Ah oui. L'archéologie de la donnée, c'est pas mal ça. Belle question. Donc, tu t'y colles, Jean-Christophe ? Oui, je m'y colle. Donc oui, ça fait partie évidemment des sujets qu'il faut traiter. Comment dire ? Il y a des gros sujets dans les organisations qui sont justement la gestion de la dette. La gestion de la dette, elle va être logicielle. Justement, on a maintenu des fonctionnements sans forcément avoir des raisons. On a développé en parallèle, parce que les nouvelles technologies arrivaient, des sujets qui devaient embarquer la suite, mais parfois, certaines organisations sont parties sur des technos qui finalement n'ont pas duré. Il y a énormément de technologies qui ont une durée de vie de 3 ans, par exemple. Et en plus, c'était dans une logique où c'était pour rentrer. Donc, c'est pas moi. Ouais. Donc, c'était pour rentrer dans une... parce que c'était la mode de travailler sur certaines technologies. Et c'était sans considérer les impacts. Maintenant, je pense qu'au moins les grandes organisations travaillent sur une architecture qui se veut pérenne. Donc oui, il y a à travailler sur le stockage des données, typiquement. Après, il y a des questions juridiques, il y a des questions de RGPD, enfin de protection des données également. Ça fait partie des gros chantiers que les grandes organisations sont en train de travailler. Comment migrer d'un système... Bon, avant, il y avait un système batch qui tournait la nuit et un système transactionnel qui était le jour pour tout ce qui était les TP, enfin tout ce qui était sur écran, en gros. Tout ça est en train de migrer. Les data centers commencent à être réduits de plus en plus. Ce sont des serveurs pour la plupart. Un data center, c'est une grosse usine à serveurs. Il n'y a plus trop de gros systèmes comme des DZ, si ça vous dit quelque chose, ou des grosses machines de ce style. On est vraiment sur du beaucoup plus léger, mais n'empêche que la conservation des données, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler aussi
combien de temps on les archive, et on a des logiciels collaboratifs qui ne permettent pas actuellement justement d'avoir cette visibilité-là. On part sur des nouvelles technologies sans forcément considérer en mode analyse du cycle de vie complet de la donnée. C'est vraiment cette optique qu'il va falloir avoir. Tous les sujets qu'on va devoir travailler, ça va être avec le prisme développement durable, économique, environnemental et sociétal, et sur l'analyse complète du cycle de vie, de la fabrication des logiciels jusqu'à leur durée et leur fin de vie. Pas si je réponds vraiment à votre question. Bah, apparemment, oui. Hein. Ouais, mais si tu veux, le COBOL, c'est un truc qui n'existe plus vraiment, quoi. Et pourtant, c'était le cœur de la plupart des organes centraux des grandes organisations. Ce COBOL est en train de disparaître petit à petit, c'est évident. Mais il faut reconsidérer, il faut repenser son architecture et matérielle et logicielle depuis le début. Et quand on est sur une grande organisation avec un passif important, c'est quelque chose qui est compliqué, mais c'est vrai, c'est un métier à considérer. Merci Jean-Christophe. Une autre question peut-être. Ah, j'arrive. Alors, je suis désolé, il paraît qu'il faut se lever pour des questions de caméra. Hello. Bon, je n'ai pas l'habitude de parler en français devant les élèves, mais je vais essayer. D'abord, un grand merci pour ce table ronde qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est passionnant. Remercie de la part des enseignants et également des élèves. Je voulais juste vous demander, donc évidemment, nos élèves, nos futurs ingénieurs et les élèves engagés dans le numérique, en France, nous avons la possibilité de faire des carrières très intéressantes et d'être très engagés. Je voulais savoir où se situe la France par rapport à d'autres pays dans cet changement de type de carrière. Merci. Alors justement, Which is very difficult. donc justement, la France est l'un des pays les plus en avant sur ces sujets en termes de Green IT et numérique responsable. Et c'est la raison pour laquelle aussi, donc côté INR, on essaie de travailler toutes nos productions, donc elles sont libres de droit, gratuites, vous pouvez les regarder. On a une charte numérique responsable qui est traduite en anglais, qui est une checklist en fait des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour une organisation, mais ça va aussi très bien pour un individu. On a des MOOC dont il y avait des ateliers aussi aujourd'hui. Donc il y en a un de sensibilisation, il y en a un de perfectionnement qui dure 4h30, traduit en anglais. Et il faut justement faire en sorte que cette exception française, sans entrer dans des exemples concrets, mais typiquement vis-à-vis d'un groupe comme Microsoft et par rapport à Teams, la France est un des rares pays à demander justement des bonnes pratiques d'utilisation de Teams, de conservation des données, de comment faire en sorte de limiter son impact justement quand on fait des visioconférences. Et on est pratiquement le seul pays à le demander, et en plus on le demande en français, donc on va écrire justement en anglais aux États-Unis pour essayer d'avoir de vraies réponses. Mais sur l'impact, la plupart des études d'impact, elles sont françaises, la plupart des collaborations qui se font, une chose qui est importante aussi, c'est qu'il y a un vrai changement de comportement. Il y a des organisations qui existent comme le Shift Project, comme le SIGREF, comme le CRIP, qui est le club informatique des responsables de production, comme Greenati, comme on parlait d'InfoGreen aussi, de Green Spector. La plupart des acteurs qui sont avancés sur ces sujets ont envie de travailler ensemble et de produire des documents en commun. Je prendrai juste l'exemple de l'achat. On a travaillé sur un guide des achats numériques responsables. Au départ, c'était la Caisse des dépôts qui l'avait travaillé. Pôle emploi, on l'avait repris pour ajouter des extraits de cahier des charges. Et on l'a porté à la DINUM, c'est la direction interministérielle du numérique, et à la direction des achats de l'État. Donc ils ont dit, super, vous avez fait 80% du travail pour en faire un référentiel d'État. Ils ont remonté un groupe de travail, on l'a mis en consultation. Il y a plein d'entreprises qui sont venues rajouter leurs expertises. Et au final, il y a un livrable qui est sorti. C'est pareil pour la conception responsable des services numériques. Donc,
on a cette exception-là. Il faut continuer, faut en faire et surtout, il faut en faire bénéficier tout le monde. Ça ne servira à rien qu'une entreprise soit meilleure que les autres ou que la France soit meilleure que les autres. S'il n'y a pas d'essaimage, s'il n'y a pas de partage, ça sera juste pour se faire plaisir, mais au niveau global, au niveau de la planète, ça ne changera rien. So next question, please. Your teacher is watching you. This is going to be in English. Faut que je traduise? Non, quand même pas. La dernière question. Last but not least. Si vous pouvez vous lever et j'arrive avec le micro. Alors pour moi, ce sera juste une dernière toute petite question. On sait très bien que malheureusement, les mails, ça prend un très gros coût en termes d'écologie. Du coup, est-ce qu'il y aurait un moyen de réduire l'impact de ces derniers sur l'écologie en réduisant leur poids ou en trouvant une technique pour pouvoir les trier automatiquement? Très bien. Qui va répondre? Aude. Alors moi, je vais parler que d'un point de vue conception et réponse aux besoins clients. Techniquement, je ne sais pas du tout comment on pourrait réduire le poids. Par contre, nous, notre rôle en tant que business analyst et consultant, c'est de demander au client si au final, vraiment le système auquel il avait pensé d'échange de mails pour avoir toutes les notifications de la Terre entière, est-ce que vraiment il le veut? Et donc là, on repart sur la sobriété et sur le besoin essentiel, de se dire finalement, votre besoin, est-ce qu'il a une valeur ajoutée pour vous? Et au final, si on arrive à passer d'un système où il reçoit 10 mails par jour avec des notifications qui ne lui servent à rien, à peut-être un autre système qui sera moins énergivore, déjà on aura fait avancer les choses. Ah, une petite interview de J'avais Jean-Christophe. une anti-sèche. En fait, il y a 8 à 10 milliards de mails échangés par minute dans le monde. Donc ça peut paraître énorme, c'est sûr. Mais il y a combien de Snapchat, de photos, de SMS, de Teams, de Twitch. Ouais, de tweets et ainsi de suite. Après, alors oui, le mail, c'est quelque chose qui est important. Et d'ailleurs, à l'INR, on a lancé le Digital World Cleanup Day, qui incite les organisations à nettoyer leur stockage et évidemment limiter les mails. Mais limiter ces mails, ce n'est pas le meilleur geste pour l'environnement. C'est très bien, il faut le faire. Ça fait prendre conscience que le numérique a un impact. Ouais. On a beaucoup plus d'impact en allongeant la durée de vie de son matériel, sur 1 an, sur 2 ans ou plus. Mais le mail nous questionne sur nos comportements. Est-ce qu'on a besoin de mettre tout le monde en copie? Est-ce qu'on a besoin de mettre une pièce jointe? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de mettre un lien hypertexte sur un serveur qui soit local pour éviter d'avoir à télécharger? Virer la signature aussi, qu'avec des gifs animés et toutes ces conneries. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, mais il y a tout un questionnement sur les usages numériques à prendre en compte. Sur le metaverse notamment. Est-ce que c'est cohérent de faire des entretiens d'embauche en metaverse? Un entretien d'embauche, en principe, il vaut mieux avoir la personne en face pour savoir comment elle réagit et si on a une affinité. Il y a tout un côté d'être humain qu'il faut qu'on conserve, quoi. Et c'est quand même le plus important. Et le numérique ne nous aidera pas à avoir la perception, typiquement sur une embauche, cette personne, elle nous convient, elle ne nous convient pas. Peut-être que d'une manière très séquentielle, sectorielle, calculée, et ainsi de suite, on pourra avoir un profil idéal, mais humainement, s'il ne convient pas, ça n'ira pas, quoi. Chers amis, je vous propose que ce soit le mot de la fin. L'humain au centre. On est, le lien avec l'économie sociale, c'est quand même fondamental. Le S de RSE. Voilà. Merci de votre attention. Je vous demande d'applaudir nos intervenants. C'était une belle journée, en tout cas pour nous intervenants, c'était formidable. Je ne sais pas s'il y a des histoires de QR code encore là. Ah, il y a un petit mot de l'école. QR code. Voilà. Eh bien, à vos QR codes et à bientôt.